Euh, et après, alors là, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment énorme au niveau de la démocratie actuelle, c'est de dire que le niveau de conscience et de compréhension de la population, il est vraiment médiocre. C'est que le vote blanc qui n'est pas pris en compte comme étant un vote exprimé. La loi, c'est il faut la majorité des votes exprimés pour que quelqu'un soit élu. Or, si le vote blanc arrive premier, eh ben, ça invalide les élections, il faut refaire les élections avec des nouveaux candidats. Et ça emmerde l'oligarchie parce qu'elle veut pas que ces candidats soient exclus. Voilà, peu importe pour qui ils votent toujours pour nous. Donc voilà, c'est toujours pour Pierre, Paul ou Jacques, et on revient sur le sentiment d'impuissance. Sentiment d'impuissance. Donc ici, en Europe, on est dans un système qui est impérialiste. Donc ici, ça fait penser à ce qui se passait pendant la Rome antique. C'était un empire, ça s'est étendu dans toute l'Europe. Avec Napoléon, il y a aussi cette forme d'empire, ça s'est étendu. Et donc ici, l'empire américain qui essaye de survivre, mais on voit qu'il y a un autre empire qui est en train d'émerger, c'est au niveau de la Chine. Bon, ça revient de ce côté-là, parce que c'est pareil, hein, les Chinois sont partout. Ils sont discrets, mais voilà, ils œuvrent. Et que ici, en Europe, on est vraiment sur une zone tampon entre les deux anciens grands blocs qui étaient l'empire américain et l'empire soviétique. Parce que l'URSS, c'était la même chose, hein, c'était un empire. Et tout comme il y a une zone tampon qui a été créée entre l'Allemagne et la France avec la Belgique, il y a une zone tampon qui a été créée entre l'empire américain et l'empire soviétique qui s'appelle l'Europe. Et ici, il y a vraiment eu l'intention d'avoir ce système impérialiste en Europe, à savoir d'imposer certaines choses aux États qui faisaient partie. Donc ici, on parlait de cette notion de dictature européenne, où finalement, ici, en France, on décide quasiment plus rien. C'est-à-dire qu'on a vraiment ces commissaires européens, l'Assemblée européenne, la BCE, euh, avec des crises qui sont organisées pour obliger les États à suivre certaines politiques. Donc c'est ce que disait un député français il y a quelques années. Euh, alors je sais plus lui s'il était passé de député en France et député européen, mais apparemment il connaissait les deux. Il disait voilà, euh, 70% de ce qui est voté en France, c'est décidé au niveau européen. Et c'est décidé par des commissaires. Ensuite, les directives, elles sont appliquées au niveau des États. Et en fait, c'est relégué à ce qui se passe au niveau des régions, avec le préfet qui est un petit peu le garant de tout ça. Et au niveau des régions, ça redescend au niveau des métropoles, des grandes métropoles et des communautés de communes, ce qui fait que les maires ne décident quasiment plus rien. Et donc on voit ici un système hiérarchique de contrôle qui est assez important. Donc le 11 septembre 1990, c'est George Bush père qui avait fait une déclaration concernant le nouvel ordre mondial. Il en parle tel quel. Et ça a été repris par Nicolas Sarkozy le 16 janvier 2009. Donc là, je vais vous citer mot pour mot ce qu'il a dit. Donc il a dit dans un contexte particulier, voilà, en lien avec des aspects politiques de l'époque, mais il a dit mot pour mot, nous irons ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer, car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. Donc ici, on voit qu'il y a dans la bouche du président français, donc en Europe, on parle de nouvel ordre mondial, et on a le même discours au niveau d'un président américain. Donc on voit déjà qu'on est sur quelque chose qui est de très très grande ampleur. Et que l'objectif, a priori, c'est de faire tomber tous les empires pour cette oligarchie, afin de créer un grand empire mondial, en se servant notamment de la technologie, pour pouvoir gérer de façon efficace la population. C'est-à-dire qu'avant, il y a quelques siècles, on utilisait principalement la force. On a vu ça en France, il y avait des révoltes, ils envoyaient les baïonnettes, on massacrait les personnes, fin de l'histoire. Ça a continué jusqu'à la révolution industrielle. Après, c'est vraiment d'utiliser de la propagande, et ici, de plus en plus de conditionnement, de plus en plus d'abrutisation de la population, et de plus en plus de contrôle via les technologies. Via les technologies.
Donc ici, je vais commencer à faire la transition entre, on va dire, le monde profane et, si je puis dire, le monde des initiés. En lien, notamment, avec des idéologies qui sont présentes dans le monde. Donc ici, on a une idéologie de la compétition qui est présente sur Terre, notamment c'est présent au niveau du sport. Donc il y a une conférence gesticulée là-dessus, je ne sais plus comment il s'appelle. Je rajouterai le nom en sous-titre sur la vidéo, qui explique qu'en fait le sport c'est un outil de propagande de l'idéologie du capitalisme et de la performance, et ça n'a rien à voir avec l'activité physique. Du sport, sport égale compétition. Si une activité physique n'est pas présente au niveau compétitif, on n'appelle pas ça du sport. Donc il y a des idéologies au niveau du monde profane, mais aussi au niveau du monde spirituel. C'est-à-dire qu'il y a un mode de type de société qui correspond à telle ou telle idéologie. Donc ici, il y a un mode de société qui correspond au capitalisme, qui est en lien avec cette idéologie de, de domination, de production, de croissance, euh, pour pouvoir donner du confort à la population, qu'elle soit satisfaite d'être des ouvriers de luxe, des esclaves de luxe, voilà, il y a vraiment tout ça. Euh, mais il y avait d'autres types de sociétés qui étaient présentes, notamment la société traditionnelle chrétienne, qui elle ne fonctionnait pas comme ça. On avait aussi notamment l'usure qui est en lien avec tout ce qui est la spéculation et j'en passe. Voilà, c'était interdit par certaines religions. Donc, notamment au niveau de l'islam, c'était vraiment interdit. Et au niveau de la chrétienté, je n'ai pas les données, mais voilà, je suis pas sûr que de tout temps on ait toléré ça. Mais ça a changé. Donc il a fallu changer ces choses-là. Et ici, on voit qu'à l'époque actuelle, toutes les religions traditionnelles, quand je dis traditionnelles, c'est toutes celles qui ont eu vraiment de l'influence les siècles derniers, y compris l'islam qui est plus récente, sont en perte de vitesse, et qu'ici, il y a une nouvelle religion qui est en œuvre au niveau de la planète, et principalement en France, c'est une religion qui s'appelle la laïcité. Mais on voit que la laïcité qui est censée être le respect des autres religions, on voit qu'en réalité, on se dirige vers une critique et un recul des autres idéologies. Et là où c'est intéressant, c'est que quand certains membres de sociétés initiatiques, donc ici c'est la franc-maçonnerie, qui vont dire que la laïcité c'est la religion de la République, que la franc-maçonnerie c'est la religion de la République. Donc ici on voit que c'est une religion qui dit pas son nom, avec une idéologie qui est cachée, pour un mode de société qui se veut matérialiste, donc non spirituel, et donc une société, une idéologie est une société qui se veut matérialiste, qui va parfaitement dans le sens du capitalisme et du système dominant actuel. Donc la transition par rapport à ce dont je parlais tout à l'heure du nouvel ordre mondial, c'est que pour pouvoir créer un système euh, mondialisé, donc un nouvel ordre mondial, il est nécessaire d'avoir une culture qui est homogène sur la planète. Donc on voit que c'est ce qui est en train de se faire. Tous les pays qui étaient entre guillemets en retard, on est en train de les civiliser afin qu'ils aient tous accès au McDo, Coca-Cola, à Internet et j'en passe. Il y a des pays qui résistent, comme la Chine notamment, qui ne veut pas se faire polluer, ou la Corée du Nord, même si la Corée du Nord c'est en train de changer. Et qu'en lien avec tout ça, il y a besoin d'une religion universelle. Mais pour pouvoir accéder à une religion universelle qui sera en lien avec le nouvel ordre mondial, il faut d'abord s'arranger pour supprimer toutes les autres religions. Et là où ça devient intéressant, c'est quand on repense à des films, des livres. Bon, moi, j'ai pas lu le livre 1984, j'ai vu le film, donc qui est déjà assez parlant. Et par contre, un film qui est assez explicite à ce sujet, ça s'appelle The Giver, qui est une adaptation du Meilleur des mondes. Et que ce soit dans The Giver ou dans le Meilleur des mondes, c'est quoi? C'est abêtissement de la population, création de systèmes de castes spécialisés, destruction de l'histoire. Donc il y a de fortes suspicions que l'histoire a été réécrite. Certains disent il y a 200 ans, fort assurément depuis l'Inquisition. Pourquoi? Parce que pour savoir qui on est, il faut savoir d'où on vient. Donc si on fait disparaître d'où on vient et qu'on change d'où on vient,
on peut modifier les bases d'une société pour savoir vers quelle direction on se dirige. Donc dans The Giver, c'est assumé. Voilà, il y a eu un monde de guerre avant, et on a fait tout disparaître les informations en lien avec ça pour que les personnes oublient ça, et on les a conditionnés dans une autre direction pour que le monde puisse vivre en paix. Donc a priori, ce qui s'enclenche, c'est la mise en place de ce nouvel ordre mondial, euh, et donc il y a la préparation de la venue d'une religion universelle. Et ici, on voit notamment qu'il y a ce qu'on va appeler le New Age, qui est quand même une forme de religion, qui est la religion nouvelle, qui est en train de se mettre en place et qui est en train euh, de créer des ponts, avec certaines religions, et surtout en train de créer des ponts avec tout ce qui correspondrait au mouvement d'opposition en lien avec la société actuelle. Donc tout ce qu'on qualifie de conspirationnisme, voilà, c'est proche de ce qu'on va appeler New Age. Voilà, il y a quelque chose de commun. Et donc là, on se dirigerait vers une révolution au niveau de la culture, au niveau de la technologie, mais peut-être même aussi au niveau de la spiritualité pour un nouveau mode de société, où qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tout le monde va applaudir le changement de gouvernance mondiale, l'apparition d'une nouvelle gouvernance qui sera saine pour l'humanité, mais bon, voilà, regardez The Giver, bon, qui a l'image du meilleur des mondes, hein. Le meilleur des mondes, c'est intéressant, c'est pas extraordinairement bien écrit, mais en fait, l'idée est là. L'idée est là. Et donc, voilà, ici, on est dans une forme de New Age qui nous explique euh, certaines problématiques, mais surtout qui va nous expliquer que euh, la clé de la transformation, c'est le retour des valeurs féminines. Donc là, on voit tout ce qui est en lien avec le féminisme qui émerge depuis les années 70, et de comment, voilà, il va y avoir une transformation. Donc là, on est en train de nous faire croire que voilà, le problème patriarcal euh, avec le mode de capitalisme tel qu'on l'a maintenant, c'est problématique, mais on va changer vers autre chose. On va changer vers autre chose. Alors à ce propos, alors une petite parenthèse, mais on est toujours dans le même sujet. C'est un réalisateur qui s'appelle Ron Russo. Donc Ron Russo, il est connu parce que notamment il avait produit Un prince à New York avec Eddie Murphy, mais il a aussi produit d'autres films. Et lui, il s'est fait, il y a un Rockefeller qui a essayé de le recruter et qui a commencé un petit peu à la pâter en lui expliquant certaines choses. Et il n'est pas rentré là-dedans. Bon, il est mort peu de temps après. Personne ne sait s'il a parlé parce qu'il avait un cancer et qu'il savait que de toute façon mourir du cancer ou d'autres choses, autant parler avant de mourir, ou si le fait qu'il ait parlé, ça veut dire que ça a accéléré son cancer. Mais en tout cas, il a bien expliqué que voilà, il y avait une hyperclasse qui prévoyait un contrôle de la population par la technologie, et que eux, notamment par les puces et j'en passe, et que eux, ils avaient une idéologie selon laquelle ils étaient un petit peu des êtres supérieurs. Donc là, je parle de l'hyperclasse, des êtres supérieurs, et que finalement, la population humaine, ce sont les êtres inférieurs qui sont les serviteurs. Il lui a dit texto, mais pourquoi est-ce que tu te soucies d'eux? Ils ne sont là que pour servir. Mais comment on fait pour comprendre cette citation-là? Une grille de lecture, c'est la considération qu'ont les initiés vis-à-vis des profanes dans ces sociétés-là. Pour eux, un être humain réel, c'est ce dont parle Frank Herbert dans Dune, c'est un initié. Quelqu'un qui n'est pas initié, c'est presque plutôt un animal. De toute façon, on le voit, il fonctionne comme un troupeau, on les dirige comme on dirige les moutons. Voilà, ce sont des êtres inférieurs. Et là où ça va encore plus loin, c'est quand il y a certains textes qui expliquent que l'être humain il a été créé pour être un esclave d'une race avancée, dont nous serions des hybrides, et que finalement les initiés, les grands initiés, au niveau de leur point de vue et dans ces sociétés-là, ce sont les descendants qui ont pu garder un sang pur par rapport aux êtres originaux. Et donc là, on comprend mieux quand on parle des lignées royales, de ceux qui ont le sang bleu, les sangs bleus, voilà, et de pourquoi il y a les familles royales qui continuent de se marier entre elles pour pouvoir garder la puissance du sang en eux. Mais ici, on parle d'un sang qui a des capacités en lien avec des lignées d'âme et des process magiques, et donc là, on voit que la boucle, elle se boucle à ce niveau-là. Mais si on reste dans la compréhension profane,
et ben on va pas bien comprendre tout ce qui est fait à un certain niveau. Donc ici, je vais continuer par rapport à ce que j'ai évoqué par rapport aux modifications de la société actuelle. Ici, on est en sortie de... Aujourd'hui, le jour où je fais la vidéo, on est en sortie de confinement. On voit que malgré le confinement, il y a beaucoup d'activités qui ont pu être conservées, notamment via l'Internet, le télétravail, Skype et j'en passe. Euh, et ici, on est vraiment dans le cas de... Donc là, si on revient sur les techniques de manipulation de masse, que le fait d'imposer euh, l'école à la maison via Internet, ça aurait été mal vu euh, de la population. L'OCDE essaie de promouvoir ça depuis un moment, mais que ici, finalement, ce sont les personnes qui vont réclamer cela. Donc c'est toujours la technique de... euh, alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est action-réaction, voilà, on le fait à l'envers pour que les personnes aillent dans le sens qui est dans notre intérêt. Mais que cet aspect-là, le fait de faire des économies en fermant les écoles, mais en accentuant la propagande par les écrans, c'est aussi en lien avec une façon d'occuper la population. Ça, c'est Attali qui en a parlé, et beaucoup d'intellectuels se sont exprimés là-dessus avec la montée de l'influence de l'intelligence artificielle sur Terre, c'est qu'il va y avoir de moins en moins besoin de techniciens et d'ouvriers sur la planète. Dans un livre qui s'appelle La fabrique du crétinage digital, à un moment, celui qui a écrit le livre se retrouve si je puis dire, à discuter avec un homme politique qui lui explique texto que on a une époque où on a besoin de moins en moins de techniciens et que donc c'est plus nécessaire de créer si je puis dire, des personnes qui sont développées au niveau intellectuel, que finalement le bac on le donne à tout le monde, qu'il n'y a plus de niveau et que même les études supérieures, vous allez faire de CSS ou autre, le niveau est pitoyable. Et lui, il dit, mais de toute façon, tout le monde le sait, quoi. C'est fait pour amuser la galerie. Et pourquoi on fait ça? Parce que ça coûte moins cher d'avoir un étudiant que d'avoir à payer un chômeur ou un retraité. Chômeur, je sais plus, mais en tout cas, voilà. Et plutôt que on fait des économies sur les retraites en augmentant l'âge la durée des études. Et là, ça renvoie sur deux films qui sont sortis récemment. Il y en a un qui s'appelle Ready Player One, qui est un film américain, qui montre, on va dire, le monde futuriste, où il y a beaucoup plus d'écart entre les classes populaires et l'hyperclasse. Donc là, au niveau des richesses, c'est vraiment un très très grand écart. Et finalement, la plupart des personnes vivent leur vie au travers de la réalité virtuelle. Donc c'est les jeux vidéo, mais vraiment avec les casques, et ils s'immergent dans le jeu. Et il y a un film, alors je sais pas, je crois qu'il est peut-être franco-allemand, qui s'appelle Virtual Revolution, qui est sorti très récemment, et là on voit c'est l'ultime film de propagande qui est là pour justifier ce mode de fonctionnement. Ce mode de fonctionnement. Donc ici on se dirige de plus en plus vers finalement une population qui va être surveillée. On le voit ici avec les systèmes de caméras, identification faciale. On va tous plus ou moins être enfermés chez nous pour travailler, pour étudier. Et on va avoir une vie de moins en moins sur l'extérieur, notamment plus vers l'Internet, voilà, les jeux vidéo, les mondes virtuels. Et j'en passe, qui a déjà commencé avec tous les films et les séries, quoi. La plupart des personnes, le soir, à chez elles, elles sont dans un monde virtuel qui est la série qu'elles regardent. Voilà, donc là, je vais terminer ici pour cette première partie qui est très longue. Donc, il y avait une introduction et une première partie. Euh, Voilà, donc là je vais arrêter ici pour cette partie et je continuerai de développer mon propos dans la suivante qui sera plus en lien, si je puis dire, avec le monde des initiés. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.